Je me nommais naguère Daleth. Jadis, j'étais un incube. Si vous ignorez de quoi il s'agit, un incube est un démon mâle qui abuse des femmes pendant leur sommeil en prenant l'apparence de l'être aimé. Pendant ses relations sexuelles, le démon se repaît de la force vitale de sa victime, la laissant parfois pour morte dans sa couche. J'étais un de ces monstres. Cela faisait plus de 300 ans que je foulais cette terre à la recherche de proies. J'avais déjà adopté maintes apparences. J'en vins même à la conclusion que parfois les femmes possédaient des goûts assez bizarres. En tout cas pour tout ce qui concerne les hommes. Certaines préféraient les chauves, d'autres les bedonnants. Pour d'autres encore, je devais adopter un nez énorme ou des lèvres excessivement charnues. Un soir, comme à mon habitude, je m'étais introduit dans la chambre d'une jeune femme de 22 ans, célibataire. Ses parents espéraient cependant qu'elle épouse le fils du boucher. Il y avait un miroir sur un des murs de la pièce. Machinalement, je tournai la tête pour voir quel genre d'homme la faisait rêver. C'était très loin de l'aspect de l'homme qu'on lui destinait. J'étais même à l'opposé de lui. J'étais grand, mince. Sur mon torse se reflétait la lueur bleutée de la lune. De longs cheveux châtains cascadaient sur mes épaules. Mes yeux, en amande, arboraient un bleu des plus purs. Je me trouvais plutôt pas mal. Je regardais tout autour de moi, la décoration était sobre, un miroir sur un mur, un petit bureau situé en face du lit, quelques photographies en noir et blanc. C'était plutôt singulier dans un monde qui connaissait la couleur. Visiblement, il s'agissait d'amis d'enfance. Décidément, cette jeune personne avait des goûts qui me plaisaient bien. Je m'approchai du lit afin de le voir et d'apprécier le visage de ma proie. Elle paraissait si paisible, mais aussi si fragile. Ça me semblait trop facile de m'attaquer à elle. À mon approche, ses lèvres écarlates formèrent un délicieux sourire léger, mais si tendre. Sa peau légèrement rosée émettait un agréable parfum, bien que je ne fus pas humain. Je la trouvais particulièrement attirante, dans sa robe en satin. Le tissu soulignait les formes de son corps d'une façon très agréable à l'œil. Je m'assis sur le bord du lit. Je pris sa main dans la mienne, je la portai à ma bouche et l'embrassai tendrement. L'aura que je créais autour de moi l'empêchait de se réveiller. Ma bouche remonta le long de son bras. Je m'attardai davantage sur sa blanche poitrine. Le sourire sur son visage s'élargit et elle semblait en extase. Je lui caressai les cuisses en glissant ma main sous sa robe. Je sentais son énergie s'insinuer en moi au fur et à mesure que mes caresses s'intensifiaient. Cependant, quelque chose me fit arrêter ses ébats avant qu'elle ne fût trop faible. Je ne pouvais pas la tuer, mais je ne savais pas ce qui m'en empêchait. Je ne me sentais pourtant pas tout à fait rassasié. Je me relevai. Elle gisait à moitié nue sur le lit. Son visage arborait toujours ce sourire béat. Quelque chose me donnait envie de revenir. Mais quoi ? Je quittai la chambre. Pourtant j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Depuis quand laissais-je mes victimes en vie ? J'étais un des rares incubes à toujours les vider entièrement de toute leur force. Peut-être que là je ramollis aussi les démons. Je revins le surlendemain. Je devais la laisser se reposer pour qu'elle récupère quelques forces. Sinon je n'aurais droit qu'à une maigre pitance. Elle était endormie, mais son sommeil semblait troublé. Soudain, mon attention fut attirée par quelque chose sur le bureau. Je m'approchai pour mieux voir. Il s'agissait d'un petit livre à la couverture de cuir amarante. En l'ouvrant, je constatai qu'il s'agissait d'un journal intime. Je ne pus m'empêcher de lire les passages de ces 3 derniers jours. Le premier jour ne parlait que de choses sans grand intérêt. 21 juillet. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Mes parents ont invité cet abruti de Nicolas.
Je le supporte pas, il est si stupide. Il n'a aucune conversation. Il n'arrête pas de raconter des blagues sans intérêt et provenant d'un humour douteux. Parfois, j'ai même l'impression qu'il me considère comme sa chose. En plus, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi laid. Franchement, il est tellement petit et gros qu'il donne plus l'impression de rouler que de marcher. Ses cheveux sont si blonds et si courts qu'on croirait qu'il n'en a pas. Sa peau est d'un rouge cramoisi et on dirait tout le temps qu'il va exploser. Ah, enfin quelque chose d'intéressant. 22 juillet. Nicolas a passé toute la journée à me coller. Je le trouve de plus en plus encombrant. Il n'arrête pas de me faire des avances et des allusions graveleuses. La nuit passée, j'ai rêvé d'un jeune homme que je n'avais jamais vu. J'ai rêvé qu'il m'embrassait, ses baisers brûlants m'enivraient totalement. Je me suis laissée entièrement aller dans ses bras. Suis-je mauvaise ou perverse pour éprouver tant de désir et tant de plaisir dans ce rêve érotique ? Oh, comme j'espère refaire ce rêve, je brûle de revoir ce mystérieux inconnu. Par contre, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me suis levée ce matin emplie d'une fatigue accablante. Je souffre aussi d'une migraine à me taper la tête au mur. Mais pas de chance. J'ai dû emmener mon petit frère de 7 ans au parc. Comme par hasard, Nicolas y était. Mes parents m'énervent, comme si j'étais incapable de choisir un homme par moi-même. Je crois que je ne pourrais pas me retenir plus longtemps de le leur dire. S'ils m'ont encore réservé une sortie de ce genre, c'est sûr, je laisse Nicolas seul comme l'idiot qu'il est. Et je vais trouver ses entremetteurs à 2 sous. Je me répète, mais je suis pressée d'aller me coucher. Tant à cause de la fatigue qui grandit en moi, que pour de nouveau connaître l'extase dans les bras de cet éphèbe. Je ne pouvais m'empêcher de trouver les sentiments qu'elle décrivait si étranges. Comment pouvait-elle éprouver pareille chose après ce que je lui avais fait ? 23 juillet. Je me sens un peu moins fébrile qu'hier. J'ai rêvé de mon bel Apollon, mais c'était très différent cette fois. Ça semblait tellement moins réel. Je veux revivre de nouveau ce songe. Par moments, j'ai même l'étrange impression que la première fois n'était pas un fantasme ou le fait de mon imagination. Le contraste est si important. Aujourd'hui, mes parents ont tenté de me faire le coup de la rencontre hasard. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ils l'auraient cru. Ils ont organisé une soirée à l'observatoire du coin. Ils ont adopté une mine surprise en voyant Nicolas. Mais je ne suis pas aussi stupide que lui et je ne suis pas dupe. J'ai d'ailleurs fait un esclandre. Je leur ai déballé tout ce que j'avais sur le cœur et je suis retournée chez moi à pied. Heureusement, j'ai un double des clés pour les jours où je rentre très tôt ou au contraire tard dans la nuit quand tout le monde dort. Comme prévu, j'ai eu droit aux représailles. Ils peuvent hurler autant qu'ils le désirent, ça m'est égal. Je ne cesserai pas de chercher un homme qui ressemble à ma folie nocturne. Non mais, il ne voit pas clair pour me pousser dans les bras d'un homme aussi laid que Nicolas. En plus, ils sont lourds pour ne pas s'apercevoir qu'il ne fait que des blagues douteuses et débiles. J'ai hâte de rejoindre mon lit. Je suis persuadée que cette nuit sera la bonne et qu'il reviendra me rendre visite. Je vais d'ailleurs mettre ma plus belle robe de nuit. Ou peut-être vais-je dormir en sous-vêtements. Ou peut-être même entièrement nue. Je me retournai. Elle dormait profondément, un bras et une jambe sur les couvertures. Visiblement, elle avait opté pour les sous-vêtements. Elle n'avait probablement pas osé se mettre entièrement nue comme elle le disait dans son journal. J'hésitais à prendre encore l'essence vitale d'un être aussi fragile. Et pourtant, elle semblait capable de faire preuve de la plus grande des déterminations. C'est du moins l'impression qu'elle me donnait suite à la lecture de son journal. Une force de caractère inébranlable, dans un corps aussi doux et fragile que le satin. Une telle personnalité chez une humaine me troublait, me fascinait presque. En lisant son journal,
Il me semblait entrer... comment dire ça ? Un peu dans son âme, mais en même temps dans un genre de communication avec elle. Se pouvait-il que... Non, je me refusais d'admettre cette éventualité. Je m'allégeai à ses côtés. Je la sentis frémir à mon contact. Un vague sourire se forma sur ses tendres lèvres. Alors, elle murmura quelque chose que je ne compris pas. Ou peut-être refusai-je de comprendre à cet instant. J'apposai ma bouche sur la sienne et entrepris de me repaître à nouveau d'elle. Une fois encore, je m'arrêtai avant de lui ôter la vie, la laissant très affaiblie. La semaine suivante, je me rendis dans sa chambre pour consulter son journal. C'était devenu pour moi quelque chose d'enivrant, de grisant, d'incontournable. Rien ne changeait vraiment. Elle parlait constamment de son refus d'épouser Nicolas, la multiplication des soi-disant rencontres hasard, comme elle appelait ça. Son désir de me revoir semblait devenir de plus en plus important, presque une obsession. Force m'est de reconnaître que ce dernier point, j'éprouvais de la pitié à son endroit, car ce sentiment ne pouvait être qu'artificiel, puisqu'elle ne m'avait jamais vraiment rencontré. 4 jours après mon dernier repas, je remarquai que quelque chose avait changé dans la pièce. Une magnifique robe, écarlate, comme les lèvres de la jeune personne que je venais visiter depuis quelques jours, reposait sur un mannequin situé au milieu de la chambre. Le tissu de velours luisait sous la faible lueur de la lune. Un sublime liseré doré, destiné à mettre en avant la poitrine, décorait joliment et harmonieusement le vêtement. Une mince ceinture de la même couleur que les fines bordures enserrait la taille de façon charmante. Au pied du mannequin, je vis des escarpins assortis à sa toilette. J'ai cherché une trace de cette robe dans le journal afin de savoir à quoi ou à qui elle était destinée. Comme je n'en trouvais mention nulle part, je décidai de revenir le lendemain pour voir si elle donnait l'explication quant à la présence d'une si belle tenue. Effectivement, je trouvais les renseignements que je cherchais. Il s'agissait d'un cadeau offert par ses parents, en vue du bal annuel pour la fin de l'hiver qui se tenait sur la place du village. À cette occasion, tous les jeunes gens du village étaient conviés, et il n'était pas rare que de nouveaux couples s'y forment. Je me penchai vers elle pour mieux la regarder. Son sommeil paraissait très paisible. Soudain, un changement survint dans l'air ambiant. Je sortis de la pièce, mais je restai à portée de la fenêtre pour observer ce qui allait se produire. La jeune fille se réveilla brutalement et sortit de son lit. Elle se rua vers la fenêtre. Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle m'avait vu. Alors qu'elle regardait dans ma direction d'un air étrange, ses parents pénétrèrent dans la pièce. Je me souviens encore de la conversation qu'ils eurent avec leur fille. « Pourquoi t'es-tu levé si brutalement ? Tu nous as réveillés !»« Ce n'est rien, un cauchemar, tout simplement. »« Il me semble que tu es... je ne sais pas. Tu as l'air anxieuse, absente. »« Ne t'en fais donc pas, ma chérie. Ça doit être l'excitation avant le grand bal. Et puis, il y a aussi les avances de Nicolas, c'est un beau parti. Je suis sûr que beaucoup de filles rêveraient d'avoir ta chance, n'est-ce pas ? Peut-être. Allons donc nous recoucher. Nous devons être en forme pour le bal de demain. Ainsi donc, le bal avait lieu demain. Je ne sais pas ce qui me poussa à me rendre à cette fête de l'arrivée du printemps. J'avais juste une vague impression qui me suggéra que j'avais besoin de m'y rendre. C'est alors que je l'aperçus. Elle se trouvait là, devant moi, dans cette splendide robe écarlate que j'avais encore vue la veille dans sa chambre. Je n'avais admiré un tel éclat et une telle beauté chez une simple humaine. J'éprouvais une peine immense à détacher mon regard. Je venais juste de détourner les yeux
lorsque je sentis qu'elle me fixait. Son regard me brûlait littéralement la nuque. Je ne pus résister à la tentation de me retourner. Mon regard croisa le sien. En une seconde, je me sentis consumée jusqu'au tréfonds de mon âme. Si j'en avais une, bien sûr. Comment une personne si pure pouvait afficher tant de passion à ma vue? Moi, un démon, je suscitais du désir, mais aussi un sentiment à la fois puissant et incongru dans le cœur d'une fille comme elle. Je m'apprêtais à faire demi-tour lorsque je sentis sa main se poser sur mon bras. Ses grands yeux gris perle plongèrent dans les miens. « Bonjour, je m'appelle Alexandra. Enchantée, je me nomme David. » David ? Excusez-moi d'être aussi direct, mais j'ai l'impression de vous connaître. S'est-on déjà rencontré quelque part ? Peut-être chez Olivia, elle reçoit tellement de personnes différentes. Non, je ne pense pas, je ne connais aucune Olivia. Vous êtes sûr, Alexandra, viens, j'aimerais te pas... Qui est-ce ? Nicolas me fixait d'un air de dédain que je n'appréciais guère. Un ami. Elle y allait fort, elle ne me connaissait pas. Elle me sourit. Il me sembla d'ailleurs que ce sourire était plein de sous-entendus, mais peut-être me trompais-je. Puis elle se tourna vers Nicolas. Nicolas, je te présente David. David, voici Nicolas, son fiancé. Pas encore que je sache. Je préférais me taire. Il était plus sage de ne pas envenimer la situation. Au fait, pourquoi voulais-tu me voir ? Je devais te parler de quelque chose de très important. Vas-y, je t'écoute. Pas devant lui. Je ne vois pas pourquoi. Ça n'a pas grande importance. Je comptais partir de toute façon. Déjà ? Restez, je vous en prie. Non, vraiment, je ne peux pas. Mais je suis sûr que nous nous reverrons très bientôt, ajoutai-je en lui baisant la main. Je m'éloignai rapidement avant de me rendre invisible. Je retournai sur les lieux de la fête pour entendre ce qui se disait. Bon, je me lance. Je crois qu'il n'est plus temps de tourner autour du pot. Dépêche-toi, je veux rentrer chez moi, cette fête commence à me fatiguer. La foule s'amassa autour d'eux. Les parents des deux jeunes gens se trouvaient au premier rang, avec un sourire niais sur le visage. Nicolas posa un genou à terre. Il ouvrit la bouche pour parler. Alexandra... Non, je ne me marierai jamais avec quelqu'un comme toi. Tu es laid. Mais même s'il n'y avait que ça, ce ne serait pas grave. En plus, tu es l'être le plus stupide qui m'ait été donné de rencontrer. Tu es vulgaire, désagréable, et j'aime quelqu'un d'autre. Non, elle ne pouvait pas avoir dit une chose comme ça. Elle ne se rendait pas compte que ce n'était qu'une illusion. Je n'existais même pas véritablement dans ce monde. Oh, bon sang, pourquoi m'étais-je rendu à ce bal ? Je sentais que des conséquences désastreuses n'allaient pas tarder à survenir. Alexandra balaya l'assemblée du regard. Son regard croisa le mien. Un instant qui me parut à la fois interminable et si court, ce qui était totalement impossible puisque j'étais totalement invisible aux yeux des humains. Elle se jeta alors dans la foule, me frôla au passage et courut vers sa maison. Les parents de Nicolas affichaient un air consterné, tandis que ceux de la jeune fille avaient l'air honteux de l'attitude de leur descendance. Pour la première fois de ma longue existence, je me sentis désemparé, impuissant. Que devais-je faire ? Je savais que les démons n'avaient aucunement le droit d'interférer dans les vies humaines. Mais d'un autre côté, tout ce qui arrivait découlait de mon incompétence. Jamais je n'avais commis pareille faute professionnelle. Je décidai de me rendre immédiatement dans sa chambre pour voir la suite des événements. Elle était allongée sur son lit, elle sanglotait. Tout
Tout à coup, une voix étouffée par les larmes s'éleva dans la chambre. Je sais très bien que tu existes, que je n'ai pas rêvé, que tu existes. Je sais que tu existes. Elle parlait à la seconde personne, mais elle se parlait à elle-même. Ou bien, j'eus rapidement la réponse. Car bien que je fus invisible pour les simples mortels, elle se tourna vers moi et poursuivit son discours. Je sais que tu viens régulièrement me voir, je le sens. Même si je te vois pas, je sais très bien que tu es là. Quand je t'ai vu tout à l'heure au bal, je t'ai immédiatement reconnu. Lorsque tu es là et je ressens une présence bienveillante, chaleureuse, je crois que j'ai deviné qui tu es en réalité. Ça ne peut être que ça. Tu es mon ange gardien. C'est vraiment un comble. Elle me prenait, moi, pour un ange. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Je suis certainement pas un ange. Pour qui me prend-elle ? En la voyant sursauter, je compris que j'avais dit ces mots à haute voix. J'en étais certaine. Personne ne croirait à une chose pareille. Qu'es-tu si tu n'es pas un ange ? Un vampire ? Me cacher ne servait plus à rien. Durant un infime moment, je crus qu'elle allait se jeter dans mes bras, mais elle se ravisa. Tu te rapproches, mais vois en moi quelque chose de bien plus terrible encore. Pire qu'un vampire, ça existe, je ne te crois pas. Tu étais dans tous mes plus beaux rêves. Tu ne peux pas être si mauvais. Bien sûr que si. Sauf si tu penses qu'un démon puisse être bienveillant. Mais j'en doute. Je m'en fous de ce que tu es, je t'aime. Je sais que tu m'as entendu sur la place. Je suis persuadée que c'est pour ça que t'es venue me voir ici. Non, tu n'es pas amoureuse. De par ma nature, je peux prendre n'importe quelle apparence pour séduire les mortels. D'ailleurs, j'ai déjà adopté tellement de physiques différents que je ne me souviens même pas de mon véritable aspect physique. Tu séduis les femmes pour abuser d'elles et les damner. C'est ça que tu veux me faire croire ? C'est presque ça. Je les abuse, je les damne, mais surtout je me nourris de leur force vitale, et toujours jusqu'à les vider entièrement. Jusqu'à la mort, autrement dit. Je suis un monstre qui dévore toute vie. Pourquoi crois-tu qu'après chacune de mes visites, tu te sentais si épuisé ? Oui, mais... Tu ne m'as pas tué, pourquoi ? Ne va pas croire que je suis amoureux de toi. Tu ferais une énorme erreur. Il est impossible aux êtres de mon espèce d'éprouver de tels sentiments. Je n'ai rien dit de tel, c'est toi qui en as parlé en premier. Après avoir précisé que mon véritable nom était Dalet, et non David, je me mis à adopter plusieurs apparences différentes pour tenter de lui démontrer mes dires. J'en choisis même quelques-unes des plus effrayantes. Mais la seule réaction que je parvins à susciter chez elle fut un énorme éclat de rire. Un rire jeune, naïf, frais. Je restais quoi façon de son attitude. Devant mon échec, j'ai décidé de reprendre l'aspect que j'avais en entrant ici. Tu es incroyable, mais peu m'importe ce que tu es, ça ne change rien à ce que j'éprouve pour toi. Mais tu ne comprends donc pas que l'amour que tu éprouves n'est qu'une illusion. Je sais bien que non. Elle s'interrompit. Mince, voilà déjà mes parents. Je vais encore avoir droit aux remarques et aux sermons. Il faut que tu partes. Reviens demain à la même heure. Non. Viens plutôt me rejoindre, près du petit pont à la sortie du village. Mes parents ne seront pas à la maison. Ils doivent aller souper chez les parents de Nicolas. J'en profiterai pour m'éclipser. Tu n'as pas compris. Je ne reviendrai plus jamais te voir. De toute façon, ça ne changera rien. Demain, je m'en vais d'ici. Je ne supporte plus cette vie. Je sais pertinemment bien que si je reste, ils m'imposeront le mariage avec un homme du genre de Nicolas. Mais ça n'arrivera jamais, tu m'entends ? Jamais ! Ah oui,
partiras, mais pour aller où? Tu ne te rends pas compte des dangers qui existent en dehors des murs de cette maison. Quelle importance, puisque tu ne m'aimes pas? En quoi mon sort t'importerait-il? Et puis va-t'en, mes parents sont en train de monter. Mais j'étais déjà invisible, avant même qu'elle eût fini sa phrase. Juste avant que je ne quitte la pièce, je vis qu'elle me jetait un regard noir, empli de reproches. Mais je ne pouvais plus rien faire. Le lendemain, je me sentis mal. Je ne comprenais pas comment les anges pouvaient s'inquiéter pour leurs clients. Moi, rien que le fait de penser à Alexandra me nouait le ventre et me faisait regretter de m'être ainsi insinué dans sa vie. Et il fallait que j'y aille. Je ne pouvais pas la laisser risquer sa vie aussi bêtement. Elle était près du pont. Je compris immédiatement qu'elle m'attendait malgré le ton sec que j'avais employé à son endroit. « Je savais que tu viendrais !» Bien que je fusse encore invisible, elle se jeta à mon cou, m'embrassa avec une fougue que je n'aurais jamais imaginée venant de sa part. Je ne pris pas la peine de la repousser, et sous son étreinte, je redevins visible. J'eus alors droit à un magnifique sourire de triomphe et de joie, car ma simple attitude lui avait démontré qu'elle avait raison sur toute la ligne. Je l'embrassai à mon tour, et je lui murmurai à l'oreille que moi aussi, je l'aimais. Cependant, les conséquences que je craignais tant ne se firent point attendre. Le sol trembla, et nous sombrèrent tous les deux dans un profond sommeil. Lorsque j'ouvris de nouveau les yeux, je ne vis pas Alexandra à mes côtés, mais je reconnus avec horreur l'endroit où je gisais, mon ancienne demeure, celle où je n'avais pas remis les pieds depuis des siècles, le cœur même de l'enfer. En fait, je n'étais pas revenu ici depuis ma naissance. Le pandémonium me paraissait plus sombre encore que lorsque je l'avais quitté. Une terreur effroyable me serra le ventre. Je nous avais tous les deux damnés et tués. Alors que je sombrais de plus en plus dans de sombres et tristes pensées, Rhadamante, le juge des enfers en personne, apparut à quelques mètres de moi. « Tu comprends au moins la raison de ta présence devant moi, Nolette l'incube ?» Je pense en avoir une vague idée. Une vague idée ? Par ta faute, notre monde a été dévoilé. Tu as transgressé la plus vieille loi de l'enfer en tombant amoureuse des hommes. Nous devenons incapables de remplir convenablement notre mission. Je peux concevoir que pour vous les incubes, qui êtes si proches des humains, cela peut parfois s'avérer difficile. Mais dans ce cas, un démon convenable renierait ce qu'il éprouve et en aucun cas, tu écoutes ce que je te dis au moins, en aucun cas un démon ne doit révéler ses sentiments à un humain. Il y a assez de belles démones ici, en plus, elles assouviraient tous tes fantasmes. Tout ça t'a pourtant été expliqué lors de ta venue au monde, je me trompe? Oui, je sais déjà tout ça. Mais je ne pouvais pas concevoir qu'elle se mette en danger à cause de mon incompétence. Tu ne pouvais pas concevoir? Mais quel triple idiot, c'est notre boulot, à nous les anges déchus. Alors d'une certaine façon, je n'avais pas vraiment tort. De dire que tu étais mon ange gardien, puisque tu en étais un avant. Son sourire était plus que jamais radieux, malgré le lieu où nous trouvions. Alexandra, c'était toi mon ange gardien et non l'inverse. Que fait-elle ici, celle-là? S'écria Rhadamante. Elle veut être l'avocate du diable, comme elle dit. C'est qu'elle a de l'humour, la petite. Et du courage aussi, annonça Lilith. Très bien, nous allons réunir le tribunal pour décider de votre sort. Rhadamante siégeait au centre. À sa gauche se trouvaient respectivement Belzébuth et Lilith, tandis qu'à sa droite trônaient Samael et Asmodéus. Ils faisaient tous trois partie des plus grandes puissances de l'enfer.
Oui, il ne m'a rien révélé. Et il ne s'est pas montré à moi. Dès le premier jour, j'ai ressenti sa présence, même lorsqu'il était invisible. Je savais qu'il était là. J'étais d'ailleurs la seule à posséder ce don. C'est presque comme si nous étions destinés l'un à l'autre depuis toujours. Tu es bien présomptueuse, petite mortelle. Comment peux-tu croire qu'un être vieux de 3 siècles puisse être destiné à une créature âgée d'à peine 20 ans ? J'en ai 22, monsieur le président. Stupide mortelle, à l'échelle de l'univers, tes 2 années ne représentent rien. Enfin bref, qu'as-tu donc à dire pour défendre celui qui a été ton bourreau ? Il ne m'a pas tué. Ce n'est pas parce qu'il m'aime, mais bien pour faire durer ma douleur et son plaisir. C'est par sadisme qu'il... Ce n'est pas bien malin d'essayer de mentir au juge des enfers. Mais je dois effectivement admettre que tu fais preuve d'un certain courage pour ainsi nous affronter. Alexandra continua sur sa lancée en vantant mes qualités d'incube. Elle disait par exemple qu'en ne la tuant pas, je lui infligeais les plus forts tourments qui existaient, puisque quand elle se réveillait, elle souffrait de ne pas me trouver auprès d'elle et de devoir épouser un autre que moi. Les 5 grands se concertèrent avant de poser encore une dernière question. Dis-moi, humaine, pourquoi t'épuises-tu au point de nous défier à défendre un être aussi abject qu'un incube, un être qui jouit au détriment des femmes et se repaît de leur âme ? Pourquoi t'échines-tu pour tenter de sauver un être avec lequel il est vraisemblable que tu ne puisses jamais t'entendre ni vivre ? Tout simplement parce que je suis persuadée du contraire. À peine ces mots eurent franchi ses lèvres, qu'elle posa sa main devant sa bouche, consciente que pour défendre un démon, il ne s'agissait pas des meilleurs arguments qui existent. Elle avait foncé tête baissée dans les pièges des ducs. Nous allons nous retirer pour délibérer. Je lui pris les mains, je la remerciai chaudement pour son aide. Je jugeais utile de lui dire qu'elle s'en sortirait probablement, mais qu'il y avait peu de chance pour moi, bien entendu. Je ne lui précisais pas qu'en m'ayant défendu, elle se retrouvait damnée d'office. Nos juges revinrent bientôt. Nous avons décidé de votre sort à tous les 2, annonça Asmodeus. Vous n'avez pas le droit de le condamner. Silence! En criant cela, Samael s'était levé. Je vis Alexandra trembler face à la haute stature de mon ancien maître. Pourtant, la détermination présente dans son regard ne disparut aucunement. Elle sembla même se renforcer, et son regard se durcit encore davantage. On aurait facilement pu croire qu'elle allait dévorer les 5 grands. Cette pensée me fit sourire en voyant ça. Elle me donna un coup de coude dans les côtes, en me précisant que ce n'était pas le moment. Mortel, ton courage nous a beaucoup impressionnés. C'est pourquoi nous allons vous faire une faveur. En disant ces mots, Asmodeus prit un air particulièrement supérieur. En effet, nous avons décidé de vous renvoyer sur Terre. Daleth, tu deviendras un humain, puisque tu les aimes tant. Et ce, avec tous les inconvénients que cela comporte. Bien entendu, aucun de vous ne pourra parler de ce qui vous est arrivé. Si vous essayez, personne ne vous croira, précisa Lilith. De toute manière, nous ne pensons pas que vous vivrez très longtemps ensemble. Il nous semble impossible qu'un démon et une humaine puissent s'accorder. Daleth disparaîtra définitivement. Tu pourras choisir n'importe quel autre nom, cela nous est totalement égal. Ah oui, une dernière chose. Il va de soi qu'à votre mort, vous serez tous les 2 damnés, et que vous souffrirez les tourments inénarrables que nous vous infligerons dès votre arrivée. Nous n'eûmes pas le temps d'ajouter quoi que ce soit qu'il nous avait déjà renvoyé à la surface. Il m'avait laissé l'apparence que j'avais adoptée pour Alexandra. Cela m'étonna,
mais je trouvais cela parfait. Mais un froid nouveau ne tarda pas à s'abattre sur moi. Alexandra me prit dans ses bras pour me réchauffer. « Tu t'y habitueras, tu verras. Hé, regarde, mes affaires sont toujours là. Tiens, roule-toi dans cette couverture. Il faut te trouver un nom. Pour le prénom, c'est facile. Tu n'as qu'à t'appeler David. David... J'ai trouvé. Que penses-tu de David Lamed ? C'est parfait pour une première vraie vie. » Nous nous serrâmes tous les deux sous la couverture. Pour un premier jour de vie, je ne trouvais ça pas trop mal. Dès le lendemain, nous partîmes pour la ville la plus proche. Avec le peu d'argent qu'Alexandra avait emporté, nous louâmes une petite chambre. Bien sûr, ce n'était pas le grand luxe, mais nous étions ensemble. C'était déjà pas mal. Je cherchais immédiatement du travail. Je deviens apprenti chez un boucher. Il accepta d'ailleurs assez rapidement, après m'avoir mis à l'épreuve. Je dois reconnaître que je possédais une bonne habileté pour trancher la chair et pour apprendre le nom de chaque morceau. Alexandra prit un boulot à mi-temps pour être femme de chambre. Nous vécûmes plutôt heureux durant quelques années. Un fils naquit rapidement de notre union. Mais malgré ce bonheur, je compris rapidement que les ducs ne m'avaient fait aucun cadeau. En effet, je faisais parfois montre de cette haine froide, propre à ma race d'origine. Je ne me mettais pas en colère, je n'entrais pas dans des rages folles, j'usais encore moins de violence physique. Je préférais être cruel en paroles, me montrer froid, distant, désagréable. Blessé par des paroles bien cinglantes, me faisait jubiler, tant que cela faisait souffrir. Je me souviens même d'un soir où j'avais été tellement dur avec Alexandra qu'elle faillit se pendre. Ce n'était que de justesse que je l'avais en empêché. C'est d'ailleurs à ce moment précis que je compris que si mon immortalité m'avait été ôtée, il n'en était rien de ma nature, de tous les vices de ma race. Ainsi, il m'avait malgré tout puni. Quand je voyais souffrir Alexandra, je souffrais également, et pourtant je ne pouvais m'empêcher de lui faire du mal. Pourtant, jamais elle n'accepta que je parte, malgré le fait que je lui avais avoué toutes les horreurs que j'avais failli commettre dans son dos. Elle m'embrassait à chaque fois en disant « Tu vois bien que tes grands-ducs n'y connaissent rien, puisque tu n'as rien fait, et que je te pardonne à chaque fois. C'est comme ça qu'on vit heureux. Nous étions destinés l'un à l'autre, quoi qu'il puisse dire. » J'avais perdu la mauvaise habitude de lire dans son journal, bien qu'elle continuait à y noter scrupuleusement ce qui lui passait par la tête. Mais un soir, où je m'étais disputé avec elle, je ne pus m'empêcher d'y jeter un œil. 23 janvier. David a changé. Il a beau dire le contraire, il n'a pas gardé le caractère de ceux de son espèce. J'en veux pour preuve qu'il peut se montrer plus doux que la plupart des hommes. Il est aussi attentionné, et bien qu'il fût tenté de le faire, il ne m'a jamais trahi. Mais je sens que moi aussi je change. Je peux me montrer acerbe et mordante à présent. Cependant, ce n'est pas la qualité dont je ne fais plus montre, car c'est immanquablement celle qui fait le plus de dégâts. J'en parle ainsi car je me suis rendu compte de la méchanceté de certaines personnes à mon égard. Parfois même, j'ai l'impression qu'ils savent que de toute façon, je serai damné quoi qu'il advienne. David, je ne t'en veux pas, tu as toujours été là pour moi. Tu es à la fois mon amant, mon ami, mon confident. Notre enfant te ressemble tant, il est si beau. Grâce à toi, j'ai vécu les plus beaux instants de ma vie. Malgré la façon désagréable dont je lui avais parlé, elle restait toujours aussi douce et gentille. Non, je ne trouvais pas qu'elle ait vraiment changé. Je compris pourquoi elle montrait tant de chaleur et tant de gentillesse à mon égard. C'était parce qu'elle s'était résignée à accepter son sort, sans plus se battre. Voilà des années qu'elle avait renoncé à tout espoir. Alors, elle prenait la vie telle qu'elle venait, avec ses joies, ses peines, ses surprises. Elle n'attendait plus rien de la vie,
mais il la savourait comme personne. Et ce, depuis le jour où nous apprîmes que nous étions damnés. Or, tout le mal que j'ai fait autour de moi, même en perdant mes pouvoirs, ma femme ne me détestait peut-être pas, mais moi je me haïssais. Je haïssais ce que j'étais. Pour augmenter mon malheur, Alexandra décéda quelques mois plus tard, à l'âge de 42 ans. Je me retrouvais seule, car mon fils, après avoir brillamment réussi ses études supérieures, avait emménagé dans son propre appartement. La solitude me pesait tellement que durant les 25 ans qui suivirent la disparition de ma femme, je tentai 27 fois de mettre fin à mes jours. Je suis persuadée que mes anciens maîtres voulaient me montrer toute l'étendue de la souffrance humaine, de la douleur que l'on éprouve lorsqu'il faut vivre. Ils avaient vraiment réussi à châtier ma transgression, mon audace, ma provocation. Sans ma chère Alexandra, je ne vivais même pas une demi-vie. Je suis à présent convaincu que je suis mort, il y a 25 ans, alors que l'on mettait ma douce moitié en terre. De plus, un ancien collègue est venu récemment m'aviser d'une nouvelle des plus abominables. Il est vrai que dans mon aveuglement, je n'avais pas envisagé ce cas de figure. Pourtant, à présent, cela me semble évident. Notre fils, de par son ascendance, fut damné de naissance. Cependant, Gabriel Raphaël, nous lui avions donné les noms de mes anciens ennemis, dans le but de le protéger de la damnation, fit montre à plusieurs reprises de la même inclinaison que sa mère pour aider les gens, pour faire preuve de bonté. Peut-être un jour réussira-t-il à sauver son âme par un acte d'une incroyable bonté totalement désintéressée. Voici encore une chose que j'ai appris à votre contact, tous les humains. Vous possédez quelque chose que nous ignorons totalement dans l'existence, le rêve et l'espoir. Si je vous ai raconté ça, c'est parce que je sens que je vais bientôt rejoindre ma chère Alexandra. Vous me croyez, n'est-ce pas? C'est difficile à croire. Vous êtes une si gentille personne. Je n'ai jamais entendu un homme parler de sa femme avec tant de douceur et d'amour. Comment auriez-vous pu être un tel monstre? Les apparences sont parfois trompeuses. Vous savez, monsieur Lamed, je ne crois pas vraiment à ce genre de choses. Je suis plutôt, comment dire, cartésienne. Au mieux, je suis peut-être un peu agnostique. Ouais. Vous, les infirmières, vous avez déjà tout vu, vous savez tout. Tout le monde sait que la science explique le monde. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, mais au fond de vous, c'est quand même ce que vous pensez. Comme la plupart des gens. Écoutez, monsieur Lamed, c'est une très belle histoire et vous la racontez de façon admirable. Mais ce n'est pas la vérité. Vous n'avez pas essayé de vous suicider 27 fois. Sinon ce serait indiqué dans votre dossier. Votre épouse ne vous a pas été enlevée par un quelconque démon. Elle était atteinte d'un cancer incurable, et ce depuis plusieurs années avant sa mort. Vous ne mourrez pas bientôt, vous avez une santé de fer. Vous avez encore de belles années devant vous. Rhadamante me l'avait bien dit, que personne ne me croirait. Passez une bonne nuit. Oh, et ne rêvez pas trop aux démons. Ma nuit sera bonne. Elle sera la dernière. Je vais enfin rejoindre ma douce Alexandra. Monsieur Lamed est décédé hier matin, dans son sommeil. Son visage affichait un sourire paisible. J'ai consulté son dossier l'après-midi de sa mort. Étrangement, je me suis rendu compte qu'il y avait des feuilles collées ensemble. Je les ai décollées avec précaution. C'est d'alors que j'ai aperçu que je ne les avais encore jamais lues. En fait, personne à l'hôpital n'avait remarqué que ces pages étaient collées. Sur ces pages que je n'avais jamais consultées, se trouvaient inscrites toutes les tentatives de suicide de cet homme.
Elles étaient toutes ratées de justesse. Une note en bas de page précisait qu'il cicatrisait à une vitesse anormalement rapide. Après s'être ouvert le poignet, il n'avait mis qu'1 semaine pour récupérer entièrement. Pourtant, l'entaille, examinée par le médecin, était profonde. J'ai compté ces tentatives loupées. Il y en avait exactement 27 en 25 ans. Selon sa propre volonté, ainsi que celle de son fils, nous avons procédé à l'inhumation de monsieur David Lamed cet après-midi. Peu de gens étaient présents. Son fils, c'était un homme grand, beau, aux cheveux sombres qui cascadaient sur ses épaules, qui ressemblait vraiment à la description que monsieur Lamed avait fait de lui-même, sauf peut-être pour les yeux, des yeux gris perle, et la bouche d'un rouge écarlate. L'infirmière en chef, les employés des pompes funèbres ainsi que moi-même. Gabriel Raphaël a récité un très bel éloge funèbre. Il a terminé d'ailleurs par quelque chose qui m'avait étonné et que je comprends mieux avec le recul. Il a promis à son père de continuer à œuvrer pour aider les pauvres, de suivre toute sa vie les principes de la morale chrétienne auxquels son père tenait tant. Jamais je n'oublierai cet instant lorsque les employés se sont avancés pour fermer le cercueil. Une grande lumière a empli la pièce et, je crois que j'ai été la seule à voir ce phénomène, le corps s'est consumé. Rapidement, il n'y avait plus que des cendres. Toutes les personnes présentes sont restées complètement interdites en voyant le tas de cendres, car ils n'avaient bien entendu pas vu le chlore s'enflammer. Je ne peux m'empêcher de repenser au récit qu'il m'avait fait l'avant-veille de sa mort. Cela rend les circonstances de son enterrement plus troublantes encore. Cependant, je ne peux m'empêcher d'espérer qu'il a retrouvé le repos éternel avec sa femme, auprès de laquelle il a souhaité être enterré, et ce, même si je ne suis pas croyante.